Bonsoir, installez-vous. Alors vous êtes née au Cameroun, vous êtes née de parents noirs, mais vous êtes blanche. Et vous, finalement, vous ne prenez conscience de cette caractéristique que par le regard des autres. Tout à fait. Oui, bonsoir. Effectivement, je suis née blanche, de parents noirs. Et ma différence, ce sont les autres qui m'ont amenée à me rendre compte que j'étais différente. Et ça, vous en prenez via, effectivement, le regard des autres, vous en prenez conscience très tôt, très jeune. En effet, c'est très jeune. Déjà toute petite, j'étais pointée du doigt par les adultes, les enfants aussi. J'étais pointée du doigt, j'étais stigmatisée. Et comme je le disais, déjà tout enfant, je recevais déjà des petits coups comme ça, me signifiant que je n'étais pas à ma place. Ouais, des petits coups, vous voulez dire, donc c'était à la fois des petits mots, vous racontez qu'on ne vous appelait pas par votre prénom, mais qu'on vous donnait des espèces de colibets ou des insultes pour vous identifier. Oui. Mais de la violence physique aussi? Oui, j'ai eu cette violence verbale et à côté de la violence verbale, la violence physique. La violence verbale, c'était énormément d'insultes. Mon prénom a été ignoré. Mon prénom Annie a été ignoré et remplacé par plein d'insultes. Et alors, ce que vous racontez aussi, c'est qu'à l'école, les choses vont très mal se passer pour vous parce que vous êtes atteinte de déficience visuelle, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et vous n'en parlez à personne. Oui. Et ça va déterminer en fait toute votre scolarité et aussi la violence que vous allez subir de la part de vos instituteurs. Oui, oui. C'est vrai que cet aspect, la vue, a été assez fondamental finalement, dans le sens où, toute petite, je ne m'étais jamais rendu compte de ce que c'était la malvoyance. Pour moi, je pensais que je voyais comme tout le monde. En gros, je voyais mal, mais comme tout le monde. Et sur ce sujet-là, je n'avais pas eu d'informations ni de la part de mes parents, ni de la part des enseignants. En gros, personne ne m'avait dit ce que j'avais. Personne ne m'avait dit que j'étais malvoyante. Et donc, oui, ça a été finalement grandi dans un flou complet de soi et de soi par rapport au monde. Alors, personne ne vous en a parlé aussi parce que le sujet est complètement tabou en Afrique, mais même au sein de votre propre famille? Oui, c'est assez curieux. C'est assez curieux. Oui, en Afrique, c'est assez tabou. Mais au sein de ma propre famille, je m'en suis interrogée quand même quelques années plus tard. Mon papa est un intellectuel et ma maman aussi. Donc, ce sont des gens qui ont été à l'école. La logique aurait été qu'ils me disent quelque chose. Ça montre à quel point le tabou, c'est assez ancré concernant l'albinisme. Eh bien oui, mes parents ne m'ont pas du tout parlé de ma différence. Ils étaient conscients, mais ils ne m'ont pas du tout parlé de cet aspect des choses. Donc ils ne vous ont pas rejeté? Non. Parce que vous étiez rejeté, ou en tout cas vous subissiez une forme de rejet social. Tout à fait. De manière générale, parce que dans le livre que vous publiez, qui est le témoignage, qui est votre propre témoignage, mais qui a pour but, et on en parlera, d'attirer l'attention sur la situation de l'albinisme et des albinos en Afrique, comment sont-ils considérés? Comment est-ce que les albinos sont vus et considérés en Afrique? Parce que le mot considéré, je dirais, finalement, n'a pas sa place pour les personnes atteintes d'albinisme. Pourquoi? Nous n'avons aucune considération. Je qualifie cette situation de personnes atteintes d'albinisme en Afrique comme naître pour ne pas vivre. En gros, on est là sans être là. Oui, c'est vraiment ça. Être là sans ne pas exister. C'est-à-dire que vous subissez, outre les violences verbales, les violences physiques, mais aussi des discriminations. En gros, les personnes atteintes d'albinisme n'intéressent personne, que ce soit dans la sphère éducative, dans l'aspect au niveau du travail, au niveau de la santé. C'est comme si on avait affaire, je pense que les animaux, c'est bien de prendre soin des animaux, mais c'est une façon de dire que les animaux sont encore mieux traités que les personnes atteintes d'albinisme. Elles n'existent pas pour la société, elles ne comptent pas. Alors c'est beaucoup plus tard que vous allez faire le lien entre la malvoyance et l'albinisme. Le fait que la malvoyance est une caractéristique de l'albinisme. Vous êtes déjà en Belgique, d'ailleurs à ce moment-là, et pour vous, c'est une deuxième naissance, la découverte de ce qu'est l'albinisme et puis effectivement de ses caractéristiques. Vous le dites assez bien, c'est une deuxième naissance. Pour moi, je dis que je suis née en 2005. En 2005, parce que c'est l'année où j'apprends ce que c'est l'albinisme. L'albinisme, ce mot albinos que j'associais aussi aux insultes que je recevais. Mais finalement, j'apprends que l'albinos ou albinisme, c'est cette particularité génétique dont je suis
porteuse, j'apprends aussi que cet albinisme a aussi comme effet de me rendre malvoyante. C'est pour ça que je vois mal. Mais je n'arrive pas à palper vraiment cette malvoyance. Je vais la palper en entrant en formation. À la Ligue Braille. En effet, c'est la Ligue Braille qui va me donner une seconde vie. La Ligue Braille va me permettre d'ouvrir les yeux, en fait. Je vais voir clair en allant à la Ligue Braille. Clair sur qui je suis, clair, je veux mieux voir les mots. Je vais découvrir à quoi ressemble un A, un B, chose que je ne voyais pas, en fait. Je voyais flou avant. Je revois la vie, en fait, en entrant à la Ligue Braille et en découvrant la loupe. Oui. Alors, vous racontez aussi toutes les difficultés auxquelles vous faites face, notamment en termes d'identité, de troubles de l'identité. Hein. Vous êtes vue comme une étrangère, mais en même temps, donc en Afrique, vous êtes vue comme une étrangère, mais en même temps, vous êtes de là-bas. Oui, oui. Vous êtes vue comme une femme très belle, mais en même temps qu'il faut rejeter et détester. Qu'est-ce qui finalement vous pousse à écrire ce livre ? Ce qui me pousse à écrire ce livre, au départ, c'était vraiment plutôt une forme de thérapie. Initialement, ce n'était pas pour le publier. J'étais vraiment très, très mal. Mal de ma vie antérieure, mal d'avoir découvert qui j'étais. Donc, pour un être humain, ça secoue énormément. Et donc, ma façon à moi de me soigner a été d'écrire. Et quand j'ai fini d'écrire, en 2010, j'ai appris, parce qu'une fois que j'ai appris qui j'étais, j'ai découvert qu'ailleurs, des gens vivaient des choses comme moi et encore pire que ce que j'avais vécu, à savoir des gens des enfants découpés, des femmes, des hommes qui se retrouvaient sous les machettes découpées. Et je me suis dit, il est temps de parler d'albinisme, il est temps de mettre tout ce que j'ai mis par écrit public, pour plusieurs raisons, pour informer sur l'albinisme et donc rompre toutes ces croyances erronées et aussi finalement poser la question centrale de l'existence qui est le mieux vivre ensemble, le rejet de la différence. Pourquoi est-ce qu'on rejette ce qui est différent? Pourquoi est-ce que je suis née blanche, c'est vrai, mais je suis humaine? Avant d'avoir cette particularité qu'est l'albinisme, avant d'être une femme, avant d'être malvoyante, je suis humaine. Donc c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de passer. Oui. Pardon, non, terminé. Donc c'était vraiment ce message d'humanité, de respect de l'être que j'ai envie de passer à travers ce livre. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis que vous avez publié votre livre? Depuis que j'ai publié ce livre, ce qui a changé pour moi, c'est vrai qu'avant de le publier, j'étais déjà en phase de guérison. Je n'étais pas guérie, mais j'étais en phase de guérison. Depuis qu'il est sorti, j'ai des témoignages. Je suis un peu, pas le porte-drapeau, parce que bon, ce serait un peu, enfin, entre guillemets, le porte-drapeau, sans vouloir me jeter des fleurs, oui. Le fait que des gens viennent me dire, en lisant ton livre, je comprends mieux ce que c'est l'albinisme. En lisant ton livre, ça me donne envie de me battre. En lisant ton livre, je me rends compte que finalement, c'est possible de s'en sortir, quelle que soit la difficulté. C'est possible de s'en sortir via l'information. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui des albinos en Afrique? Vous, la situation que vous décrivez, elle est finalement très récente. Hein. On pourrait penser que ça date d'il y a des années 60 ou 50. Oui. Ce que vous décrivez, votre histoire, elle date des années 80. Elle date des années 80 et elle continue aujourd'hui. C'est ce qui est assez triste à notre époque où on a accès à l'information, où on a accès, la plupart des gens, à l'éducation. Ça montre aussi que rompre les croyances, bousculer les idées reçues, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a encore quelques semaines de ça, un enfant a été décapité en Afrique. Et on se dit, doit-on baisser les bras? Non, on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer dans cette même lancée à finalement stopper cette mésinformation autour de l'albinisme. Toute dernière chose, comment votre famille a réagi à la publication de votre livre? En toute honnêteté, ma famille a appris à travers ce livre. Nous vivons ensemble. Ils me connaissaient finalement sans me connaître. À travers ce livre, ma mère a appris sur moi. Et ma mère m'a dit, j'ai de nouveau une autre Annie. Donc pour elle, c'était aussi une forme de renaissance, de se dire, je pense qu'avec ce livre, j'ai pensé énormément de plaies. Et j'ai ouvert la porte à énormément d'espoir. Oui. Très bien, merci Annie-Cécile Motko. Et donc je renvoie vers votre livre qui est publié aux éditions Aciel, Née blanche de parents noirs, qui est effectivement un témoignage poignant, très fort sur la situation des albinos en Afrique.